Raphaël Larère. J'étais directeur de recherche à l'INRA. Je suis à la retraite maintenant, ce qui fait que n'ayant plus de contraintes administratives, n'étant plus évalué, n'évaluant plus personne, je travaille librement. Ce qui m'a conduit dans mon itinéraire à m'intéresser aux sauvages, mais pas uniquement aux sauvages, hein, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. J'ai fait en fait l'Institut national agronomique, hein, après le Mathelem, et il se trouve que j'avais trouvé très sympathique un professeur de zootechnie, ce qui fait que j'ai une spécialité zootechnique que je n'ai jamais pratiquée de fait, très peu. Ensuite, j'ai réussi à rentrer à l'INRA sur un concours en tant qu'économiste. L'économie ne m'intéressait pas beaucoup non plus, et j'ai fait de la sociologie après. Voilà, et maintenant, je suis considéré comme sociologue. Alors, j'ai d'abord travaillé dans un premier temps, quand j'étais à l'INRA, essentiellement sur les transformations du paysage de régions de moyenne montagne, le Mille Vaches, Saint-Margeride, les Dômes, depuis le 19e siècle, hein, le début du 19e siècle, avec une théorie qui était, en fait, que je reprenais à Dumont et Mazoyer, qui était la théorie, au fond, de la dynamique des systèmes agraires. Donc je me suis intéressé, au fond, à des espaces où il y avait des enjeux sur la mise en valeur, et j'essayais de comprendre comment cette mise en valeur s'était transformée et quelles conséquences ça avait eu sur les paysages. Ensuite, je suis parti je suis parti pour Orléans, dans une station qui s'appelait la station Forêt-Environnement, où j'ai travaillé avec 3 copains, essentiellement sur, je dirais, l'histoire des usages et des représentations de la forêt. Ce qui nous a conduit à travailler sur la foresterie française et son histoire, ce qui nous a conduit aussi à travailler sur les usages sociaux de la forêt, et en particulier, moi je me suis intéressé à la cueillette, hein, et j'ai travaillé avec Martin de la Soudière sur la cueillette. Alors essentiellement c'était à partir d'une enquête en Margeride, mais je me suis rendu compte que dans mes carnets d'enquête que j'avais faits auparavant dans Mille Vaches et dans les Dômes, j'avais des éléments. Et donc on a fini par travailler là-dessus, et je dirais c'est un premier rapport que j'ai pu avoir avec ce qu'on pourrait appeler de la nature sauvage, puisque les cueillettes se font généralement dans la forêt, mais pas seulement, dans des milieux cultivés aussi, mais ce sont quand même des plantes sauvages. Je suis passé de l'usage et représentation de la forêt aux usages et représentations de la nature, tout bêtement pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais trouvé dans le discours forestier du XIXe siècle une sorte de prolégomène de ce qu'allait devenir le discours écologique. Et deuxièmement, parce que pour beaucoup de gens, la forêt était l'archétype de la nature. Et donc c'est les 2 raisons qui font que je me suis intéressé, peu à peu, des usages et représentations de la forêt aux usages et représentations de la nature. Et parmi ces usages, il y en a un qui m'intéressait particulièrement, mais que je considérais comme un usage, qui était la protection de la nature, les gens qui voulaient protéger de la nature, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, essayer de comprendre quelles étaient leurs pratiques. Alors ça s'est fait entre le moment où j'ai quitté Orléans, hein, la station Forêt-Environnement, pour venir d'abord à Rungis, et ensuite pour rentrer dans une unité de recherche qui se trouvait à Ivry, hein, qui s'appelait STEP,
société, technique, environnement et politique économique. Donc je me suis intéressé à cet aspect, et d'autant plus que il se trouve que j'ai été à ce moment-là nommé comme personnalité qualifiée au Conseil national de protection de la nature. Et là, je me trouvais, j'avais d'abord un bon observatoire de ce qu'était la protection de la nature, et d'autre part, je me trouvais entouré de gens dont c'était la vie et dont c'était la passion. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Or, il se trouve que, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est pas drôle de diriger une unité de recherche, je me suis retrouvé directeur de l'unité de recherche STEP, ce qui me demandait quand même pas mal de travail, et de plus en plus, parce que la recherche se bureaucratisait assez fortement. Enfin, moins que ça ne l'est maintenant, mais c'était déjà en cours. Et du coup, je ne pouvais plus faire de terrain. Je ne pouvais plus aller voir des paysans, des chasseurs, des cueilleurs, etc. Tout du moins, je pouvais y aller marginalement. Et là-dessus, je me suis posé la question de savoir comment je vais pouvoir me reconvertir pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est là que c'était les années 90, 92, début des années 90, et c'est là que justement je me suis orienté vers, je dirais, l'éthique environnementale. Vers l'éthique environnementale, et d'autant plus que il se trouve que mon épouse était allée en 92 à Rio et avait pris des contacts avec des éthiciens américains. Et du coup, ça m'intéressait, et j'avais en plus de ça des bases d'enquête anciennes avec le CNPN qui me permettaient enfin d'y voir un peu plus clair. Alors j'ai dû me reconvertir, c'est pas évident. Et d'une certaine façon, je travaillais à partir de là sur les raisons que l'on a, qu'est-ce que ça signifie de respecter la nature. En quoi le respect de la nature, quels sont les critères, les normes dont on peut disposer pour la question de respecter la nature. Et quelle nature, bien évidemment. Cela a conduit en fait à un travail un ouvrage que j'ai réalisé avec mon épouse, avec Catherine Larère, qui s'appelle « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement ». Mais à peu près en même temps que nous écrivions cet ouvrage, je me suis dit que l'éthique environnementale ne se réduisait pas au rapport que l'on a à la nature, et que c'était aussi un rapport que l'on entretient avec la technique. Il y avait toute une tradition beaucoup plus européenne et beaucoup plus continentale que la tradition qui était quand même essentiellement des pays de langue anglaise, et que cette tradition, c'était de s'interroger sur notre responsabilité vis-à-vis de l'action technique. Et ça, je l'ai abordé. Il se trouve que j'étais à l'INRA et quand même c'était un bon poste d'observation aussi. Je l'ai abordé en travaillant sur les biotechnologies, en particulier les OGM, ou quelque chose qui n'est pas considéré comme les biotechnologies, le clonage des mammifères, donc qui revient au même. Et c'est ainsi que, par exemple, j'ai contribué à 2 projets de recherche qui portaient justement sur ces nouvelles technologies, sur l'évaluation éthique que l'on pouvait en faire et sur la façon de les appréhender. Dans les 2 cas, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il était très difficile d'avoir une réflexion éthique si on n'avait pas en même temps une réflexion épistémologique sur l'état des sciences concernant le sujet. Et donc, je dirais même vers la fin de ma carrière, je travaillais beaucoup plus sur les nouvelles technologies que sur la biodiversité. Mais en même temps, vous savez, les reconnaissances, c'est des choses qui arrivent avec du retard.
hein. Il y a un certain décalage. Et en même temps, mais c'est à peu près à la même époque où on m'a demandé d'abord d'être au conseil scientifique du parc de la Vanoise et ensuite de présider le conseil scientifique du parc national du Mercantour. Euh, et donc, depuis que je suis à la retraite, ben, je travaille essentiellement, je ne fais plus tellement de travail, j'utilise ce que j'ai fait avant parce que je ne suis plus à l'INRA et je ne peux plus faire d'enquête dans les laboratoires, mais je ne travaille plus tellement sur les nouvelles technologies, mais j'ai réinvesti le domaine de la protection de la nature, ou tout du moins, je dirais, de l'évolution entre, depuis la protection de la nature jusqu'à la gestion de la biodiversité. Et d'une certaine façon, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'intéresser aux sauvages. Je me suis intéressé aux sauvages pour 3 raisons principales. La première, c'est que, ben, ma foi, la protection de la nature, historiquement, a été une protection du sauvage. Et que je voyais autour de moi, enfin, non seulement je savais que ça existait, bien évidemment que c'était un courant très fort aux États-Unis, mais que je voyais autour de moi des gens pour qui le sauvage était la quintessence de la nature. Et qu'en fait, il n'y avait pas de nature ailleurs. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait de la nature ailleurs, qu'on la manipulait, mais que même si elle était... et qu'il n'y avait aucune nature réellement sauvage, puisque toutes les natures, tous les milieux que l'on rencontre de par le monde ont été plus ou moins transformés par les humains, et qu'ils en portent la mémoire pendant très longtemps. Donc voilà, c'est une première raison qui fait que je me suis intéressé aux sauvages, pas particulièrement, hein, c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui m'a perturbé, posé des questions. Au fond, c'était de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a perdu entre la protection de la nature et le pilotage ou la gestion de la biodiversité, en s'intéressant moins aux sauvages. La deuxième raison, c'est que je regardais ce qui se faisait en matière de protection de la nature. J'étais assez effaré par le maquis extraordinaire et le millefeuille de règlements concernant cette question. Et puis j'étais étonné aussi de voir à quel point les démarches, pas seulement des parcs, hein, mais en particulier des parcs, étaient des démarches purement technocratiques. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, en particulier parmi les militants de la protection de la nature, mais aussi parmi le personnel des parcs, plutôt que ce fatras technocratique, ils préféraient laisser la nature à son libre évolution. Et qu'on n'en parle plus. Bon. Et en disant, mais ça aussi, c'est protéger la nature. Alors, la troisième raison, c'est que, comme je suis au conseil scientifique du parc national du Mercantour, tu t'imagines bien que j'ai entendu parler du loup, et que le rapport entre le sauvage et le domestique est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Comment j'ai analysé la conception de la nature des protecteurs de la nature et comment j'en suis arrivé à me dire que, pas tous d'ailleurs, pour certains d'entre eux, la nature est la nature sauvage. Alors, ça tient au fait que, bon, j'ai eu l'occasion d'observer des conflits et aussi des malentendus entre, d'une part, les protecteurs de la nature et les gestionnaires de la biodiversité, et d'autre part, les gens du lieu, les chasseurs, les cueilleurs, les paysans, bon. Et je me suis rendu compte que l'une des causes de des malentendus venait du fait que les uns
avaient une vision du monde dans laquelle ils opposaient la nature à l'artifice. Alors que les autres, les gens du lieu, ont une vision du monde dans laquelle ils opposent le sauvage et le domestique. Alors effectivement, a priori, les protecteurs s'intéressent plus à la nature qu'au sauvage. Mais en même temps, ça m'a conduit à m'intéresser justement au sauvage pour deux raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte que, en travaillant, réfléchissant à la question, que les protecteurs de la nature et les gestionnaires de la biodiversité n'avaient pas la même conception de l'opposition entre nature et artifice. Pour les uns, et je dirais c'est ceux que je vais retrouver après et pour qui le sauvage est la quintessence de la nature, pour les uns, il y a ces deux domaines séparés et il y a artifice dès qu'il y a une intervention humaine. Ne serait-ce même que de la gestion. Quand Jean-Claude Génaud dit « gérer la nature, c'est déjà la dénaturer », c'est de montrer qu'on est sorti du domaine de la nature, on est déjà dans le domaine de l'artifice. Pour les autres, je me suis rendu compte que nature et artifice étaient deux pôles entre lesquels il y avait un continuum. Et que ce continuum, qu'en fait on était entouré de milieux qui étaient des milieux hybrides, à la fois naturels, mais aussi anthropisés, et donc d'une certaine façon un peu artificiels. Et que d'une certaine façon, plus les hommes avaient respecté la nature, voir ce que ça peut dire, mais plus ils avaient respecté les processus naturels au moins, plus ils ont été proches de la nature, plus ils avaient essayé de s'en libérer ou de ne pas ou les avaient tout simplement négligés, plus ils ont été proches de l'artifice. L'idée étant justement que dans un milieu protégé, comme un parc, il s'agissait de savoir où placer le curseur. Et il était bien évident que dans un parc, il fallait quand même placer le curseur au plus près possible de la nature. Donc dans des milieux certes anthropisés, mais qui avaient été relativement, où les processus naturels avaient été relativement respectés et pas forcés. Bon, c'était ça. Et que de l'autre côté, je m'étais rendu compte que pour les gens du lieu, nature, alors eux, les gens du lieu, en fait, ne considèrent pas que c'est deux domaines séparés. Ils savent très bien qu'entre le domestique et le sauvage, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux de milieux qui sont un peu naturels, un peu sauvages, mais quand même dont on tire un peu parti, de façon très extensive. Qu'il y a un entre-deux d'animaux qui sont des animaux commensaux, qui sont sauvages, ils vivent un peu librement, mais en même temps, ils suivent constamment les populations humaines parce qu'ils vivent à leur côté. Et puis qu'il y a des passeurs de frontières, donc la frontière, elle est extrêmement peureuse, à savoir, des animaux sauvages qu'on peut apprivoiser, ou qui rentrent dans l'espace domestique. Et puis au contraire, des animaux domestiques qui marronnent, qui sont des animaux marrons, et qui redeviennent sauvages, soit définitivement, soit comme certains, les chiens errants, etc., les chiens divagants, qui ont un comportement sauvage à certains moments de leur journée ou de leur vie. Et donc, c'était un peu à partir de là d'une idée qu'au fond, il fallait essayer de desserrer l'étau des réflexions, des oppositions dans lesquelles on pensait le monde, qui était nature-artifice d'une part, sauvage-domestique, en tenant compte du fait qu'il y a des hybrides, qu'il y a des positions intermédiaires, et que de toute façon, il y a des choses qui franchissent la frontière. Et je m'étais rendu compte aussi que l'opposition de la population n'était pas une opposition au sauvage en tant que tel,
Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est le sauvage qui ne se tient pas à sa place. Et surtout, ce qui remet en cause leur catégorie, c'est qu'on ne sait plus très bien ce qu'est le sauvage. Quand on a des animaux réintroduits dans un milieu, quand on va réintroduire ces animaux, ils sont suivis. Ils sont des fois munis de balises Argos ou de GPS. Ils sont en état sauvage, mais cet état sauvage est un état policier. Ils sont fliqués beaucoup plus que ne le sont les espèces domestiques. Et alors à partir de là, on commençait à entendre des gens, des éleveurs, etc., qui disaient « mais vos animaux sauvages, c'est les animaux domestiques des protecteurs ». Et ils n'avaient pas trop tort. Donc voilà, je commençais à me dire, il y a un problème, hein, il y a un problème intéressant sur le domestique et le sauvage, puisque les gens qui considèrent que le sauvage est un peu la quintessence de la nature, ce sont des gens qui pensent le monde en termes de nature-artifice, et en termes de nature-artifice, comme deux domaines radicalement séparés. Et d'autre part, il s'avère que ce qui importe, c'est que le rapport entre sauvage et domestique, comme entre nature et artifice, n'est pas un rapport d'opposition de domaines séparés, mais un rapport de continuité et d'hybridation, avec des frontières qui sont des frontières extrêmement poreuses. Alors dans cette ambiguïté, et je dirais cette subversion des catégories, hein, entre nature-artifice, domestique et sauvage, à quelle éthique se raccrocher? Et c'est là, je pense que, toute une partie du travail qu'on a fait avec Catherine était de se dire, mais il y a dans l'écologie actuelle, hein, qui est une écologie dynamique, qui considère qu'il n'y a plus d'équilibre écologique, mais que ce sont des équilibres dynamiques et que la nature est en perpétuelle transformation, et qui, par voie de conséquence, alors là je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, par voie de conséquence a adopté la biodiversité, enfin les biodiversités à différents niveaux d'organisation du vivant comme norme, il y a quelque chose qui permet effectivement d'avoir une position éthique en dépit de cette ambiguïté. Et en dépit de cette ambiguïté, pourquoi? Et c'est pourquoi, justement, je vais dans un premier temps, et Catherine aussi, dans un premier temps, être extrêmement favorable à la transformation que l'on voyait s'opérer dans les parcs en particulier, qui était celle, passant de la protection de la nature à la gestion de la biodiversité. Nous avons été donc dans un premier temps, jusqu'à une date relativement récente, disons, extrêmement favorable à cette évolution, passage de la protection de la nature à la gestion ou au pilotage de la biodiversité. Et nous l'avons dit et écrit plusieurs fois. Et la raison était simple, c'est que dès l'instant où on s'intéresse, où on essaie d'évaluer les trajectoires des milieux sur la biodiversité qu'elles comportent, si on essaie d'évaluer les actions humaines sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la diversité biologique, on se rend compte qu'il y a des actions humaines qui peuvent être favorables à la biodiversité, tout du moins qui, dans certains milieux, peuvent maintenir ou préserver, voire améliorer la biodiversité. Je pense par exemple des milieux sous nos climats. Il est certain que les milieux ouverts ont une diversité biologique souvent beaucoup plus importante que les milieux qui se sont fermés, que les forêts. Et donc, il faut maintenir ces milieux.
il faut qu'ils maintiennent ces milieux ouverts, et le maintien de ces milieux ouverts suppose un régime de perturbation apporté par les hommes et par leur bétail. Donc, on commençait à se dire, mais au fond, si on se trouve devant un milieu, quel qu'il soit, on devrait pouvoir, d'une certaine façon, étant donné qu'on a abandonné l'idée d'une nature à l'équilibre, quand les hommes n'interviennent pas, on devrait pouvoir réfléchir sur la nature que nous voulons. La nature n'imposant plus, de notre point de vue, une solution unique, qui pourrait être justement celle de la nature sauvage sans l'homme, telle qu'elle était présentée par certains spécialistes d'éthique environnementale aux États-Unis. Ce qu'il fallait, c'était que cette nature, on devait décider quelle nature convenait à la biodiversité, si nos activités dans cette nature étaient plus ou moins favorables à la biodiversité, et si elles étaient plus ou moins favorables aux désirs des humains. Et que face à toute situation, il fallait se poser les deux questions conjointement. D'une part, quelles seront ses conséquences sur la diversité biologique, point de vue écocentrique, si tu préfères, et d'autre part, cette évolution, qui en est responsable, à qui profite-t-elle, et est-ce que tous les gens concernés sont d'accord, ou est-ce qu'ils sont prêts à se mettre d'accord pour que cette évolution ait lieu ou pour qu'il y en ait une autre. Donc, notre idée était, au fond, d'en arriver à une sorte de compromis entre une sorte d'anthropocentrisme élargi, un peu pragmatique, et un écocentrisme orienté sur la biodiversité. Donc ça, d'une certaine façon, ça nous éloignait du sauvage. Et dans un premier temps, je dois avouer que j'ai considéré, à tort, que les gens que je connaissais, que j'avais lus, et qui défendaient une nature sauvage, et qui disaient que la protection de la nature devait être justement de la protéger de toute action, de toute intervention humaine, que ce soit aux États-Unis, mais on en trouvait aussi en France, étaient des gens qui étaient restés un peu fidèles à l'écologie odumienne, à la vieille écologie, celle qui posait le climax, celle qui était persuadée que la nature, si l'homme n'intervenait pas, était à l'équilibre. Et que d'une certaine façon, il fallait s'opposer à ce point de vue. Alors la question est de savoir maintenant comment j'en suis arrivé à une position, et nous en sommes arrivés à une position beaucoup plus nuancée sur la question. Alors comment le travail que j'ai fait sur la cueillette et puis sur les usages et représentations de la forêt, dont la cueillette n'était qu'une partie, m'ont mis sur la piste du sauvage. Je dirais à la limite qu'elle m'aurait plutôt mis sur une piste, disons le sauvage, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et je ne sais même pas s'il y en a vraiment. Parce que, a priori, effectivement, la forêt était l'archétype de la nature, et comme tu le disais, Silva, c'est la zone, c'est là où il y a les bêtes sauvages et où il y a le sauvage. Et en même temps, ce que je savais, de par l'histoire de la foresterie française et de la forêt française, et des usages de la forêt, c'est que cette forêt n'avait jamais été sauvage, vraiment. On parlait, la forêt était, comme l'avait fort bien remarqué Le Goff, l'équivalent occidental du désert érémitique, et les ermites prenaient ça pour un désert, la forêt, et donc c'était un lieu d'épreuve. On pouvait s'y perdre aussi bien qu'y trouver le salut, et que seuls les lépreux, les gens qui étaient capables et les saints pouvaient s'étirer de l'épreuve. Mais en fait, en réalité, ce qu'on savait, c'est que la forêt, elle grouillait de gens.
il y avait plein de gens qui utilisaient la forêt, qui conduisaient leur bétail, qui y conduisaient, qui ensuite y cueillaient, qui braconnaient, bien évidemment, ils n'avaient pas le droit de chasser, mais ils braconnaient, et qui en même temps utilisaient du bois pour leur propre usage, grâce à des droits d'usage. Et donc j'étais plutôt parti de l'idée, au fond, la forêt, c'est... Dans la représentation, c'est un désert, dans la représentation, c'est sauvage, mais c'est pas si sauvage que ça. Il y a peut-être des forêts qui seraient en sauvage. Et il y avait eu d'ailleurs un travail intéressant qui avait été fait à Orléans par des collègues qui avaient montré, qui avaient demandé à des gens comme ça de choisir des images, des représentations de paysages forestiers en disant ce qui leur plaisait. Et puis ils avaient fait ensuite une analyse en composantes principales, d'où il ressortait qu'un certain nombre de gens, alors en particulier bien évidemment les forestiers, mais tous les gens qui étaient dans la production aimaient les forêts où on voyait des arbres alignés et des manifestations évidentes de présence humaine. Que par contre, les gens un peu plus âgés, ou bien les étudiants, ou bien les gens qui n'avaient pas d'emploi, aimaient des forêts qui avaient une représentation, qui représentait au fond un sous-bois totalement embroussaillé et avec pas de présence humaine. Donc d'une certaine façon, j'étais parti même avec l'idée que c'est dans les représentations de la forêt, il y a du sauvage, mais qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, et il y en a d'autant moins que pour certaines personnes, justement celles qui aiment bien le sauvage, qui sont tout à fait, qui peuvent dire qu'il y a un rapport entre sauvage et domestique, je me suis rendu compte que il y avait des chasseurs, d'une part, et d'autre part, il y avait des cueilleurs, et que ces gens-là avaient une passion du sauvage. Et une passion du sauvage, mais ils en avaient un usage aussi, et qu'ils le connaissaient très bien. Qu'ils avaient un savoir-faire, un savoir et un savoir-faire, tel que d'une certaine façon, ils se l'étaient approprié. Donc, je dirais d'une certaine façon, cette première étape me conduisait plutôt à accueillir avec un certain doute la question du sauvage. Et alors d'autant plus que il se trouve que j'avais quand même travaillé un peu sur l'histoire de l'écologie et que je m'étais rendu compte que c'est l'époque contemporaine au fond où l'écologie sort de l'écologie écosystémique odumienne et que justement le concept de climax est remis en cause et qu'on finit par se dire, non, il n'y a pas de climax, il y a des itinéraires évolutifs dont on ne sait pas très bien vers où ils iront. Et que on ne va pas retrouver, si on abandonne un terrain, la nature sans l'homme telle qu'elle était avant que les humains interviennent. Et ça, on ne retrouvera pas. Donc j'avais plein de raisons pour accueillir avec une certaine distance tout le discours que j'ai lu après sur la protection de la wilderness et sur la wilderness aux États-Unis, sur le réensauvagement, etc. Voilà. Au départ, c'était plutôt ça. Quelque chose qui me paraissait très intéressant et très important dans l'adoption de la biodiversité comme norme, c'était qu'elle permettait de sortir du remarquable. Et sortir du remarquable, c'est-à-dire s'intéresser à la nature ordinaire, celle qu'on trouve dans les villes, dans les espaces périurbains, dans les campagnes, y compris les campagnes intensives. Et à me préoccuper beaucoup plus, justement, aussi de l'érosion de la biodiversité plutôt que des extinctions qui mobilisent beaucoup les protecteurs de la nature, en me disant, mais c'est peut-être là qu'est la chose la plus inquiétante pour l'avenir. Donc,
ça m'éloignait encore du sauvage. Alors, revenir au sauvage, me réintéresser du sauvage, c'est quand même, je me suis rendu compte, après avoir discuté avec des gens, des gardes, des agents des parcs, avec des chercheurs, avec des protecteurs de la nature, etc., je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même des arguments non négligeables. J'en verrai trois. Le premier, c'est qu'ils désirent cette nature. Ils désirent qu'il y ait de la nature sauvage. Et ils désirent aller s'y promener, la voir. Et ils se sentent bien dans cette nature. Et ma foi, c'est un désir qui est tout aussi légitime que le désir de jardiner la nature et d'en tirer parti. Et que il était légitime tant qu'il ne portait pas préjudice à d'autres. Or, il ne porte pas vraiment préjudice à d'autres dans la mesure où, justement, il y a, sur la base des ruines de la déprise agricole, des ruines de certaines formes d'agriculture en France, un développement, un réensauvagement réel des campagnes et des forêts aussi, de forêts qui ne sont pas exploitées, parce qu'elles ne se sont pas rentables à exploiter depuis des dizaines d'années. Et que, ma foi, ils avaient bien raison de pouvoir, et il y avait de la place pour eux. Donc, ça peut être une forme de protection de la nature que de ficher la paix à ces natures qui se rendent sauvages, c'est-à-dire à cette nature qui est sauvage dans la mesure où elle est spontanée. Et alors, c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y a deux façons en France, dans nos pays, de s'intéresser au sauvage et de penser que le sauvage est la quintessence de la nature. L'une qui est plus ou moins inspirée de la façon américaine et qui essaie de s'intéresser aux États, à l'état des milieux. On sait bien qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de wilderness en France, mais on sait bien qu'il y a des milieux qui s'en rapprochent et d'essayer de trouver des critères permettant de repérer des milieux qui se rapprochent de la wilderness pour pouvoir les protéger efficacement. Mais qu'il y avait tout un autre courant pour lequel le sauvage, toujours en quintessence de la nature, c'était la spontanéité des processus naturels non entravés. Et que ce qui les intéressait, eux, c'était pas nécessairement d'avoir des milieux très sauvages, avoir des milieux abandonnés par par les humains depuis un temps suffisamment long, mais que c'était des milieux qui étaient laissés en libre évolution. Et que ça, on en trouvait partout. On en trouvait partout, pas forcément dans les milieux à haut degré de naturalité, ça peut être des friches industrielles. Et l'argument qui me paraissait aussi intéressant de la part de ces gens-là, c'était de dire, mais ces itinéraires que l'on est en train de voir, ils sont extrêmement intéressants, et ils sont d'autant plus intéressants dans un contexte de changement climatique. Donc voilà, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que j'ai quand même eu l'occasion de voir à l'œuvre les politiques de gestion de la biodiversité, de voir comment ça se pratiquait, de voir comment les meilleures idées pouvaient être reprises de façon extrêmement technocratique, comme pour les trams vertes et bleues, à tel point que, ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, plutôt que tout ce fatras de mesures, de réglementation, d'expertise, etc., peut-être bien que ça serait mieux de laisser au moins
des espaces, y compris et surtout dans les espaces protégés, des espaces en libre évolution, à qui on se contenterait de ficher la paix, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'était quand même les deux principales raisons qui m'ont conduite à nuancer et à me dire qu'au fond, ben, il y avait de la place pour tout. C'est-à-dire que ce qui est important, si on veut protéger, c'est protéger quelque chose qui est menacé. Et donc, dans certaines régions, ce qui est menacé, c'est des milieux ouverts. Et là, il faut effectivement que la protection de la nature se charge de réfléchir aux moyens avec avec les paysans, avec les sylviculteurs, etc., de préserver ces milieux ouverts, d'éviter la fermeture des milieux et de faire en sorte que ces milieux aient le maximum de diversité biologique. Par contre, dans d'autres régions, c'est l'inverse, et on pourrait considérer que certains milieux doivent être laissés en libre évolution et que c'est une bonne chose qu'il y ait de la nature férale qui soit à côté et qui soit ni domestique ni sauvage, qui soit un peu domestique parce qu'elle va porter pendant très longtemps la marque de ce qui a été fait, parce que ça va être aussi un des lieux où on va faire de la cueillette, où on va chasser, et puis voilà. Donc ça serait des natures qui seraient en sauvage, spontanément, et qui par ailleurs peuvent être encore anthropisées sous des formes différentes. Et ça correspond nettement mieux, non seulement à ce à quoi aspirent un certain nombre de protecteurs, mais à la conception du sauvage et du domestique qu'ont souvent les gens du lieu. Alors comment, depuis que je suis président du conseil scientifique du parc national du Mercantour, je n'ai pas assisté vraiment au retour du loup, mais à ce qu'il en est advenu après. Comment je pourrais comprendre les conflits qu'il y a autour du loup? Et Dieu sait s'il y en a. Alors, je voudrais d'abord dire deux choses sur le loup. Le loup, d'abord, c'est ce que je dis très souvent, c'est la bête à discorde. C'est-à-dire que quand il n'est pas encore là, les gens, même les éleveurs, même des éleveurs qui élèvent des moutons, ils n'arrivent pas à croire que le loup va arriver. Et ils sont à peu près persuadés que s'il y en avait un qui passe, il ne restera pas longtemps. Mais dès qu'il est là, tout le monde s'engueule. Et tout le monde s'engueule à l'intérieur même des camps. Hein. On se met camp contre camp, pro-loup, anti-loup, mais même à l'intérieur de ces camps, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est vrai que le loup est la bête à discorde, et qu'il aime ça d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un acteur social à part entière. Hein. C'est pas... à la limite, il aime ça. Moi, je m'amuse beaucoup en me disant, mais au fond, au moment même, l'année même où les communes devaient adhérer à la charte du parc national du Mercantour, le loup qui s'était tenu à peu près tranquille, enfin à peu près, hein, il avait quand même tué pas mal de brebis, mais pas, bon, on avait l'impression que ça allait en diminuant. Ben, juste à ce moment-là, il s'est mis à faire de véritables carnages, comme si vraiment, c'était pas bien que les gens s'entendent entre eux, quoi. Donc il y a une sorte de... Bon, je fais... Non, alors, deuxièmement, le loup est une source inépuisable de rumeurs. Et des rumeurs qui, justement, peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, la première rumeur, c'est celle de la réintroduction du loup. Comme si le loup avait besoin d'humains pour être réintroduit. Le loup, il était dans les Abruzzes. Je me souviens m'être trouvé
à discuter avec un ami forestier toscan en Toscane, en 85, et il nous disait que le loup était déjà au nord de la Toscane, qu'il y avait déjà des loups. Le loup, on savait très bien qu'il était aussi de l'autre côté de la frontière. Hein, il était en particulier dans le parc Alpi-Maritimé, mais pas uniquement, il était en Ligurie. Et il était bien évident qu'il n'allait pas attendre un visa pour passer la frontière. Donc, il n'a pas été réintroduit. Par ailleurs, on a beau dire aux gens qui y croient, bah écoutez, vous savez très bien que le parc national du Mercantour avait déjà pas mal de problèmes, ils n'allaient pas aller devant les emmerdes en réintroduisant le loup. Ils savaient très bien qu'il reviendrait naturellement, et pas la peine de... Il n'empêche que tout le monde y croit. Tout le monde y croit parce que certains hommes politiques influents du coin l'ont dit. Et ils y croient aussi parce qu'ils ont envie d'y croire. Hein, je pense que le problème des rumeurs, c'est qu'une rumeur, elle n'a pas d'origine. Et il n'y a pas de responsable. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui le transmet à Madame Tout-le-Monde. Et Madame Tout-le-Monde à Monsieur Tout-le-Monde, etc. C'est un peu... et c'est un peu comme un germe. Hein, et quand on a des terrains favorables, eh bien, tout le monde y croit. Celui qui est terrain favorable prend la rumeur pour argent comptant. Et le terrain favorable, c'est que ça flatterait soit ses désirs, soit ses préjugés. Et là, ça flatte, si c'était vrai que le loup avait été introduit par des gardes, et ça serait une raison évidente pour que toute la population locale, ce qui n'est pas du tout le cas, tous les élus locaux, tous les éleveurs soient contre le parc, ou le critiquent, et critiquent les écolos. Donc il y a quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose comme un désir exprimé. Il y a d'autres rumeurs. Ben, l'une étant que, alors ce n'était pas des rumeurs réellement, mais le nombre de fois où j'entends des protecteurs dire « il n'y a qu'en France que ça se passe mal, partout ailleurs ça se passe bien ». Pas vrai, ça ne se passe pas si bien. Hein. C'est peut-être moins théâtralisé que ça ne l'est en France, mais ça ne se passe pas si bien. Il y a aussi dans d'autres régions, en Italie, en Espagne, il y a même des endroits où ils vont jusqu'à utiliser le poison. Hein, ce que par bonheur, les éleveurs français ne font pas encore, tout du moins très marginalement. Donc voilà, c'est pas vrai que ça se passe bien. Donc, nouvelle rumeur. Une nouvelle rumeur qui est une nouvelle fois, si c'était vrai, ça serait vraiment bien pour les gens qui y croient. Alors la dernière rumeur, j'en parle pas, ou très peu, hein, c'est ceux qui disent que quand il y a eu le crash de German Airways, que les loups sont venus avant les secouristes et qui s'étaient servis sur les cadavres. Mais que par bonheur l'armée est arrivée et qu'elle leur a fait un sort. Là aussi, c'est totalement bon. Quand on regarde les rumeurs, c'est toujours invraisemblable. Mais ça correspond à un désir. Je pense, j'avais entendu quelque temps auparavant des éleveurs, pas en Mercantour, mais dans le Cosméjean, dire si on y mettait l'armée, on n'aurait plus de problème avec les loups. Hein, donc on voit un peu le genre de choses qui... Hein. Donc le loup, c'est un sujet absolument passionnant. Hein. Pour ces deux questions, hein. Pour les sciences humaines, c'est... Bon, dès qu'il est là, tout le monde va se friter, et puis tout le monde raconte un peu n'importe quoi à son sujet. Et si on raconte n'importe quoi à son sujet, c'est que il a un comportement très bizarre. C'est un grand prédateur, c'est vrai. En même temps, il est très opportuniste. Et puis,
Si on lui sert sur un plateau des troupeaux de moutons, il va quand même pas se fatiguer à aller courir auprès des chamois. Le chamois, ça sait se défendre, ne serait-ce que parce que ça court vite. Le mouton, il court pas vite. Alors, il y a les patous aussi. Bon, ben on arrive à ruser. Et puis, les grands prédateurs, dans l'esprit de beaucoup d'écologistes militants ou de défenseurs de la faune sauvage, les grands prédateurs n'aiment pas les humains. Ils ont peur, et ils ont besoin de milieux sauvages suffisants pour pouvoir mener la vie qui leur convient. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs, aux États-Unis, la protection de grands corridors entre les espaces de wilderness. Alors ça, c'est vrai pour l'ours, je pense. Je n'ai pas étudié la question. Mais c'est pas vrai pour le loup. Les loups, les quelques loups du Mercantour, quelques loups du Mercantour qui ont eu un GPS, qui ont été attrapés et qui ont eu un GPS, eh bien, ces loups veulent se balader et traverser des villages. Il y a des loups dans les Abruzzes qui font les poubelles. Enfin bon, le loup n'a absolument pas besoin de vastes espaces de nature sauvage. Et d'ailleurs, il l'a bien montré après, parce que si les premiers loups sont arrivés en France, par malheur, c'est arrivé dans un espace protégé, ça aurait pu arriver n'importe où. D'ailleurs, les premiers qui sont arrivés en Vanoise, c'était pas dans le cœur du parc, c'était en zone d'adhésion. Donc, voilà. Mais bon, là, il se trouve que c'était dans le cœur du parc. Les premiers loups qui sont arrivés étaient dans... Mais depuis lors, ces loups se sont déplacés, enfin des loups erratiques se sont déplacés, des meutes se sont constituées dans des régions qui ne sont pas du tout des régions très sauvages. Des régions même qui sont relativement mises en valeur. Alors bien sûr, ils préfèrent quand même les zones sauvages, ne serait-ce que pour pouvoir se reproduire. Mais disons que le loup se comporte très bien dans des milieux qui sont relativement anthropisés. Ce qui avait fait dire un jour, au moment où le directeur du parc avait fait une réunion entre des gens dans une vallée, c'était pour la journée du patrimoine, et où tout le monde avait présenté... les agents de terrain avaient présenté le travail qu'ils faisaient pour protéger le patrimoine culturel et naturel de la région. C'était juste avant que le directeur du parc fasse venir dans Mercantour un piégeur canadien, je crois, ou américain, je ne me souviens plus, qui était, paraît-il, fantastique. Et il voulait quand même, il avait le droit de piéger 3 loups, et il avait peur que les gens du coin disent, si vous les piégez, vous les tuez. Vous n'allez pas les remettre en liberté. Alors il présente la chose, pas du tout, les gens qui étaient là, il y avait à peu près 200 personnes. Non, c'est pour la science, alors on les remet en liberté. Il y a quand même certain respect de la science. Bon, ok. Et la réaction, c'était, mais il ne va rien attraper. Ah, pourquoi il ne va rien attraper? Vous savez, il a à son palmarès énormément de loups qu'il a réussi à capturer, etc. Ah oui, mais c'est dans un milieu de grands espaces sauvages où il n'y a personne. Mais nos loups à nous, ils sont beaucoup plus malins. Il ne les aura jamais. Donc nos loups à nous, ils sont plus malins parce qu'ils vivent à nos dépens et à côté de nous. Donc voilà. Alors, ce loup, c'est un sujet inépuisable de conflits. Et je pense qu'il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des conflits, en particulier avec les éleveurs de brebis, parce que
le loup parviendra toujours, et jusqu'à maintenant, il est toujours parvenu à détourner les mesures de protection que l'on a prises pour les troupeaux. Et il parvient quand même assez souvent à ne pas se laisser trop impressionner par les mesures d'effarouchement. Bon, voilà. Alors, à partir de là, les éleveurs n'ont qu'une idée en tête, c'est que le loup soit sorti des espèces protégées et qu'on puisse le chasser. Nouvelle rumeur, d'ailleurs ça se fait en Espagne, et les Espagnols ils sont très contents de pouvoir chasser le loup. Mais sans se rendre compte qu'il y en a plus de 2500 en Espagne. Malgré tout, malgré les colliers qu'ils donnent et malgré le fait qu'ils soient chassés. Et donc, l'idée, c'est si on met le loup, espèce chassable, non seulement c'est pas ça qui empêchera le loup de se développer et de recoloniser les milieux, parce qu'il a une niche écologique toute prête, hein, avec la déprise agricole d'une part, et avec le fait que partout les chasseurs se sont débrouillés pour qu'il y ait beaucoup d'ongulés sauvages, de façon à ne pas avoir à marcher trop pour aller les tuer. Hein, donc voilà, il a de quoi manger. Et il a de quoi se cacher dans une forêt qui représente le double de la superficie de ce qu'elle était quand le loup a commencé à disparaître. Hein. Donc voilà, je pense... Et donc, ces gens-là se disent, si on enlève le loup de la liste des espèces protégées, on pourra le chasser, ça sera très bien, sans se rendre compte que ce n'est pas du tout évident que ça marche, et sans se rendre compte non plus qu'à ce moment-là, l'État pourra dire, attention, c'est plus protégé, vous vous débrouillez tout seul et vous vous débrouillez avec les chasseurs, hein, pour rembourser les brebis. Ce qui serait peut-être une solution qui permettrait d'avoir des conflits un peu moins théâtralisés, puisque ce n'est pas l'État qui serait en cause. Comment nos rapports à ce qu'on appelle les animaux sauvages dépendent d'une certaine façon, ou sont formatés par un certain nombre d'usages et de catégories juridiques qui peuvent réglementer ces usages. Donc, je dirais qu'au fond, effectivement, il n'y a pas un animal sauvage. Enfin, les animaux sauvages dans leur majorité, d'ailleurs la plupart des animaux sauvages, nous avons très peu de relations avec eux. Tout simplement parce qu'on ne les voit pas et qu'ils n'interfèrent pas avec notre façon d'être. Alors il y a effectivement les moustiques, bon, mais en dehors de quelques animaux qui nous gênent, qui nous dérangent un peu, la plupart des animaux sauvages, ce sont des animaux avec lesquels on n'a pas d'interaction. Alors je pense que les relations qu'on a avec des animaux, comme les relations qu'on a d'ailleurs, enfin les relations qu'on a avec les gens, de ces relations dépendent un peu nos comportements. Les règles de comportement, et donc d'une certaine façon l'éthique pratique, hein, que l'on peut avoir, l'attitude que l'on peut avoir envers eux, dépend en fait des relations que l'on établit avec eux, qui ont été établies avec eux. C'est pourquoi on ne peut pas avoir le même... Pour ça que, je disais, il y a une éthique des rapports de l'homme à l'animal, aux animaux de façon générale, qui s'applique aux animaux domestiques, qui sont sous notre dépendance, qui sont sous notre responsabilité, et auxquels nous imposons des conditions plus ou moins contraignantes de vie et de mort. Par contre, elles ne peuvent pas s'appliquer aux animaux sauvages de façon générale, qui eux vivent librement
indépendamment de nous, et qui relève bien plus effectivement d'une éthique environnementale, d'une éthique de la diversité, de la biodiversité. Donc, et à l'intérieur des animaux sauvages, tout dépend du type de rapport que l'on a avec eux aussi. Alors, le rapport, généralement, ce sont des rapports, on peut croire que ce sont des rapports uniquement quand il s'agit de chasseurs, par exemple, ou de protecteurs, que ce sont des rapports à des populations, pas à des animaux individuels, ce qui est le cas de l'animal domestique. On a des rapports avec des populations. Et en même temps, ce n'est pas si sûr que ça. Je me souviens qu'il y a un très beau texte de Marcel Mauss qui dit « L'homme ne va pas à la chasse, il va à la chasse au lièvre. » Il ne va pas à la chasse au lièvre, il va à la chasse à ce lièvre-là qu'il connaît très bien. Et donc, un lièvre avec lequel il a déjà établi des rapports, parce qu'il le connaît très bien. Alors, je pense qu'effectivement, il peut arriver, dans les pratiques de chasse, il me semble avoir vu ça, y compris chez des chasseurs de chamois, qu'il y a des chasseurs qui disent « c'est celui-là que je veux avoir et pas les autres ». Parce qu'il est, pour une raison ou pour une autre, j'ai établi avec cette bête, parce qu'elle m'a échappé éventuellement, un rapport particulier. Mais c'est la même chose aussi pour les protecteurs. Les meutes ne se valent pas. Il y a des meutes symboliques. Les meutes qui sont arrivées dans le Mercantour, pour les protecteurs du Mercantour et les protecteurs de la faune sauvage en général, c'est des meutes qui sont, comme sont les premières à être arrivées naturellement, c'est des meutes qui méritent un respect particulier. Donc je crois qu'il y a quelque chose à voir. Alors d'autre part, les animaux sauvages, comme je disais tout à l'heure, le problème des gens du lieu, et en particulier des agriculteurs, des sylviculteurs aussi, c'est qu'ils n'empiètent pas trop, qu'il reste à sa place, qu'il n'empiète pas sur l'espace domestique et sur les activités domestiques. Alors là, le loup, il empiète. Il empiète méchamment même, puisqu'il tue quand même beaucoup de brebis. Et en même temps, les ongulés sauvages empiètent aussi. Ils concurrencent plus ou moins l'élevage. Il peut y avoir ils peuvent servir de réservoirs de germes moins contrôlés que dans l'élevage et donc refiler des maladies. Récemment, il y a eu de la brucellose transitant par des bouquetins, alors qu'on est à peu près sûr que les bouquetins l'ont attrapé à partir d'un bétail domestique. Mais les bouquetins étant quand même moins suivis sur le plan sanitaire que les animaux domestiques, ça a été une réserve. Et c'est vrai qu'il y a pour les éleveurs un danger de ce côté-là. Et puis, pour les sylviculteurs, par exemple, eux, le danger, c'est pas le loup, c'est qu'il y ait trop de chamois, et encore plus, trop de cerfs et de chevreuils. Et que c'est pour eux une catastrophe pour la régénération naturelle et pour la santé des arbres. À tel point que je connais quelques forestiers qui se disent, si le loup pouvait arriver ici, et si on avait des loups qui bouffaient des sangliers ou qui bouffaient un peu plus de chevreuils et de cerfs, ça serait pas mal. Donc, je pense que là, l'attitude que l'on peut avoir envers ces animaux sauvages dépend largement des usages et des usages qui sont reconnus et réglementés par la loi. Ce qui fait qu'effectivement, quand
il y a eu pendant très longtemps, on a parlé des animaux nuisibles. Les animaux nuisibles, on pouvait les détruire. Il se trouve que beaucoup d'animaux nuisibles, et à mon avis, c'était quand même une des raisons importantes des incompréhensions entre les paysans et les protecteurs de la nature et le ministère de l'Environnement. Pour eux, les animaux nuisibles, c'était des sales bêtes qui ne restaient pas à leur place et qu'il fallait justement éliminer. Ils ne cherchaient pas à les éliminer définitivement, ils ne cherchaient pas à les éradiquer, mais il fallait les éliminer. Et on leur a dit depuis les années 70 que parmi elles, quand même, il y avait des animaux qui risquaient, des espèces qui risquaient de disparaître du pays et qu'il fallait quand même les protéger. Certains de ces nuisibles sont devenus des animaux protégés par la loi. Donc on n'avait plus le droit d'y toucher. Alors je fais une parenthèse. Par contre, ce qui s'est passé depuis, c'est que les protecteurs de la nature eux-mêmes ont découvert de nouveaux animaux nuisibles, en l'occurrence, quand il s'agit d'animaux qui viennent d'ailleurs, des animaux exotiques, et qui se mettent à envahir certains espaces bien de chez nous. Et donc certains de nos milieux, et à modifier les milieux. Donc, là aussi, on peut avoir, les rapports qu'on va avoir dépendent effectivement de l'évolution des représentations qu'on peut se faire de ces animaux, de leur attitude, et puis du statut, de la réglementation qu'on va mettre en place. Donc, je pense que le cas du loup est un cas particulièrement complexe, dans la mesure où il a été un certain temps, il est encore pour un certain nombre de défenseurs de la faune sauvage, l'archétype même de l'animal sauvage dont il fallait espérer le retour. Il est pour les tenants de la féralité, et donc de laissant le plus large place à la nature qui serait en sauvage. Il est le symbole même de ce réensauvagement de la nature. Pour les éleveurs, il est le symbole même d'un sauvage qui ne se tient plus à sa place, qui commence à marcher un peu trop sur les pieds des paysans. Et il est, pour les gestionnaires de l'environnement, une inépuisable source de réglementation, de surveillance, d'expertise qui leur donne des raisons d'être sur le long terme. Je voudrais d'abord dire une première chose, c'est que les exotiques envahissantes n'ont pas toujours été toutes sauvages. Certaines sont simplement des échappées de culture, qui sont devenues sauvages. Deuxième remarque, il y a très longtemps qu'il y a des exotiques qui arrivent dans nos pays, soit naturellement, soit par des voies volontaires. Les hommes l'ont fait, on a essayé de les acclimater. D'ailleurs, la Société de protection de la nature s'appelait Société d'acclimatation avant. Et donc, l'acclimatation était une chose qui était considérée comme normale. Et puis, troisième remarque que je ferai, c'est que s'il y a des envahissements, ils ne sont pas forcément le fait de plantes ou d'animaux exotiques. Les pullulations d'algues vertes, par exemple, c'est Uva armorica, qui est une plante tout à fait autochtone. Donc, voilà, je voulais déjà cadrer la chose. Alors, ce que l'on appelle les exotiques envahissantes, c'est en fait une partie, une très faible partie, de l'ensemble
des espèces ou des spécimens qui sont réintroduits dans nos pays. Ils sont réintroduits beaucoup, que ce soit par le commerce, qui voyagent volontairement, que les hommes les aient fait voyager volontairement, ou alors qui voyagent en passagers clandestins. Ils sont extrêmement nombreux et il s'avère que la majorité ne s'acclimate pas, dépérit. Ceux qui s'acclimatent spontanément ne sont pas tous envahissants. C'est donc une petite minorité de ces espèces qui redeviennent sauvages, ou qui ont toujours été sauvages, qui deviennent des espèces dites invasives, contre lesquelles, à ce moment-là, on mobilise l'ONCFS quand c'est des animaux, et puis que l'on va traiter à grand renfort de faucardage ou voire même d'herbicides quand il s'agit de végétaux. Alors, ça pose des quantités de problèmes. Moi, j'en relèverai... alors, le premier, c'est déjà la définition. Qu'est-ce qu'une espèce exotique ? Quand on pense que tous les poissons de nos rivières viennent du Danube, et qu'au lendemain de la dernière glaciation, il n'y avait pas de poissons dans nos rivières, ni dans nos lacs. Ils sont venus donc, soit par des voies naturelles, soit par des hommes qui les ont apportés. Ils sont venus du Danube. Est-ce que c'est exotique ? C'est pas évident. Qu'on appelle exotique des poissons, des black bass qui viennent d'Amérique, oui, effectivement. Qu'on appelle exotique le silure, qui a été effectivement réintroduit, mais qui vient du bassin du Danube comme tous les autres poissons, non. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que l'autochtonie ? Est-ce qu'on va considérer autochtone un animal ou une plante qui fait partie du patrimoine national, ou des patrimoines régionaux, ou bien est-ce qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus étroit encore ? Quand Clément Bouissou refuse qu'il y ait une réintroduction de castors dans le parc national de la Vanoise, il dirigeait le conseil scientifique à l'époque, en début des années 60, au milieu des années 60 plutôt, et qui dit un parc national n'est pas un parc d'acclimatation, il y avait eu des castors pas très loin de là, à quelques dizaines de kilomètres. Mais là, l'autochtonie était une autochtonie à une dizaine de kilomètres près. Donc vous voyez, ce sont des critères, les critères que l'on peut trouver sont extrêmement manipulables. Et comme ils sont extrêmement manipulables, il y a sur la question des invasives, de la façon de les définir, mais aussi de définir les dégâts qu'ils font, il y a un effet de rhétorique. Je pense qu'on est totalement, quand on regarde le dossier, on est totalement dans des discours rhétoriques, y compris faits par des scientifiques qu'on ne peut plus sérieux. Alors ça, c'est la première question que je voulais poser. La deuxième, c'est, au fond, si une espèce envahit, qu'elle soit invasive ou qu'elle soit locale, si une espèce envahit un milieu, est-ce que c'est elle qui détruit le milieu, qui le transforme, ou bien est-ce qu'elle est simplement un symptôme, le symptôme que le milieu a déjà été fragilisé, ou la communauté biotique a été fragilisée, soit par des activités humaines, soit par l'abandon de certaines activités qui les rendaient en équilibre instable. Et donc, d'une certaine façon,
est-ce que lutter contre des invasives, ce que n'hésitent pas à faire beaucoup de gens du ministère, d'une part, et d'autre part, de protecteurs de la nature, est-ce que ça ne serait pas casser le thermomètre pour ne pas avoir de fièvre, hein, pour ne pas voir qu'on a de la fièvre? Je pense que, est-ce que les efforts ne seraient pas mieux employés à faire en sorte que les milieux se portent mieux, qu'ils soient moins pollués, qu'ils soient moins perturbés. Voilà. Bon. Alors c'est une deuxième raison. Et la troisième, alors, qui fait que cette question des invasives me laisse extrêmement songeur, c'est que de toute façon, il y aura un changement climatique. Il y aura de toute façon un changement climatique parce que même si on arrivait là, en novembre, si les États arrivaient à réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, le changement, il est en cours et il se poursuivra pendant quand même un certain temps puisqu'il dépend des émissions passées. Donc il va y avoir un changement climatique. Et pour s'adapter au changement climatique, toutes les espèces, elles ont deux possibilités. Soit effectivement la sélection naturelle de génotypes mieux adaptés, ou de génotypes leur accordant une plasticité phénotypique plus grande, mais ça, sur les espèces sauvages, on n'a pas de prise. Soit, effectivement, la migration d'espèces. Ouais, mais alors ces espèces migrantes qui iront vers le nord ou qui iront vers les hauteurs, ça sera des invasives. Et heureusement qu'elles envahiront, puisque sinon, elles disparaîtront. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourra continuer à lutter contre des invasives, ou est-ce qu'il ne faudra pas redéfinir l'invasive comme une espèce qui vient de l'Est ou de l'Ouest, mais pas du Sud, ni du Sud-Ouest, ni du Sud-Est. Et puis peut-être que des fois, de l'Est, entre le Sud-Ouest et l'Ouest, c'est pas évident. Voilà. Quel est l'avenir du sauvage? Je suis bien en peine de répondre. D'abord parce que je ne sais pas prédire l'avenir. Hein. Moi, quand j'étais jeune, je t'aurais dit que l'avenir, c'était la révolution prolétarienne. Elle n'est pas venue. Hein. Donc, j'avais mal prévu. Donc, mais peut-être bien qu'elle viendra un jour, j'en sais rien, mais je ne serai plus là. Mais de toute façon, bon, trêve de plaisanterie, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre ce qui se passe. Alors, comprendre ce qui se passe, on peut penser à ce qui va se passer dans relativement peu de temps, les processus qui sont déjà en place. Et encore, c'est pas évident. C'est pas évident de penser la catastrophe, par exemple. Donc, j'ai beaucoup de mal à me dire quel est l'avenir. Hein. Je dois l'avouer, pour moi, je pense que mon travail a toujours été de comprendre le présent et de le comprendre aussi à partir du passé. Hein. Et avec l'idée que peut-être que l'avenir sera meilleur, on ne sait jamais, et d'essayer de préparer un avenir meilleur, mais je sais très bien que ça dépendra de tellement de facteurs que je ne peux pas l'imaginer. Alors, si on pense que le sauvage, c'est surtout des états, des milieux, quelqu'un te répondra, il y en aura de moins en moins. Et de toute façon, il n'y en a plus vraiment. Presque tous les milieux portent la marque d'une civilisation passée. Donc, le vrai sauvage en tant qu'État, non. Si c'est du sauvage en tant que procédé spontané de la nature, même si l'humanité disparaît, ça continuera.
la biodiversité avec quelques bactéries et quelques virus, elle repartira pour de nouvelles aventures qui seront tout aussi spontanées et sauvages que les actuelles. Donc, voilà. Je pense que si on pense aussi, alors, bon, de façon plus sérieuse, à ce que l'on appelle la nature férale, elle ne me paraît pas menacée à court terme, ni à moyen terme, dans des pays comme le nôtre. Elle n'est même pas forcément dans des pays qui seraient soumis, au fond, à une agriculture prenant un peu plus d'espace. Parce que je pense que de toute façon, il y aura toujours, entre les espaces que l'on protège et qu'on continuera éventuellement à protéger, et des espaces qui sont des espaces mis en valeur, il y aura toujours à la fois des délaissés, des endroits qui seront pas totalement ni protégés ni mis en valeur, dont personne ne s'occupera, et que même dans les espaces que l'on connaît, comme la ville, eh bien, il y aura toujours des espèces et des petits espaces, des petits morceaux de territoire qui seront sous une évolution spontanée. Donc, à mon avis, on ne pourra pas plus éliminer le sauvage que le sauvage qui est en nous, c'est-à-dire ce qui chez nous nous interdit d'être totalement domestiqués nous-mêmes. Tout du moins, fait en sorte que même quand on est très domestiqué, eh ben, on est très content de temps en temps de sortir de cette domestication.